Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webconférence sur les primes et sur comment les accorder à vos salariés. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice chez Jury Travail et je suis accompagnée de Kevin Lemoyec. Bonjour Kevin. Bonjour Mylène. Qui est juriste expert chez Jury Travail et expert en droit social. Avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir donc du coup toutes les primes, petite présentation de Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis plus de 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité juridique pour vous et rédigent des guides explicatifs, des dossiers, des modèles de lettres et de contrats pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Nos experts vous accompagnent dans la gestion de votre entreprise, quelles que soient vos démarches et quel que soit le domaine de droit. Aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance au quotidien et qui utilisent nos services que nous avons conçus spécialement pour les professionnels. Quels sont-ils du coup ces services et nos solutions que nous avons créées? Ce sont nos formules Pro et Premium. Ces formules vont vous permettre de contacter un juriste qui répondra du coup à l'ensemble de vos questions, quel que soit le domaine de droit. Vous pourrez également accéder à l'ensemble de notre base documentaire qui est régulièrement mise à jour, bien évidemment, des nouvelles lois ou des nouveaux accords, composés de dossiers, lettres, contrats, et vous pourrez bien évidemment profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement à l'issue de notre webconférence à aller sur le site de Jury Travail, découvrir nos solutions et choisir celle qui correspond le plus à vos besoins et à celle de vos entreprises. Nous allons pouvoir du coup rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le versement des primes à vos salariés. On peut verser des primes à nos salariés pour plusieurs raisons. La première, ça peut être pour favoriser le pouvoir d'achat. Dans ce cas-là, ce sera la prime de partage de la valeur. Ça peut être pour un événement, les primes de naissance, les primes de Noël. On peut verser également à nos salariés une prime d'ancienneté. Cette prime est facultative. Kevin y reviendra un petit peu plus tard. On peut verser une prime également par rapport aux conditions de travail, typiquement une prime panier ou si vous avez des salariés qui travaillent de nuit. Il y a des primes également pour augmenter la productivité de vos collaborateurs. Ça va être des primes sur objectif ou la prime d'intéressement. Et enfin, nous allons faire le point sur la prime de participation qui, elle, est obligatoire des 50 salariés. L'octroi des primes va dépendre de plusieurs facteurs. Va dépendre du contrat de travail de votre salarié, de votre convention collective, bien évidemment, de vos usages au sein de votre entreprise ou encore d'un engagement unilatéral, de votre engagement unilatéral. Nous allons donc passer en revue ces différentes primes-là. Pour chaque prime, nous aborderons le mécanisme, bien évidemment, de la prime, vos obligations, leur exonération de charges sociales et si elles doivent ou non apparaître sur le bulletin de paie de vos collaborateurs. Dans un premier temps, Kevin nous expliquera un petit peu toutes les modalités des primes sur objectif, primes de résultat ou de performance. Ensuite, nous regarderons un petit peu les primes liées aux conditions de travail, primes panier, primes de responsabilité, suivi des primes pour événements, les primes exceptionnelles, donc la prime d'ancienneté, la prime favorisant ensuite le pouvoir d'achat, la prime de partage de la valeur, appelée aussi prime Macron, la prime d'intéressement et pour terminer, la prime de participation. Je vous invite vivement à poser toutes vos questions dans l'onglet « Questions » que vous avez en bas à droite de votre écran. À l'issue de la webconférence, Kevin répondra à un maximum de questions. Si nous n'avons malheureusement pas le temps de toutes les traiter, vous pourrez les poser directement sur le site de Jury Travail. Élodie, qui est avec vous sur le chat, va vous envoyer le lien. Nos juristes seront ravis de vous répondre et ils vous répondront en moins de 24 heures.
Donc, Kevin, nous allons pouvoir y aller et nous pouvons débuter, si tu le veux bien, par les primes pour booster la productivité, à savoir les primes de rendement, primes de productivité, primes d'objectif. Effectivement, 3 primes qui peuvent être assez fréquentes, qu'on peut voir très fréquemment, mais qui peuvent aussi entraîner pas mal de problématiques derrière et de pièges qui peuvent être présents. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu au niveau de ces primes. Donc, les primes pour booster la compétitivité, ça va être essentiellement donc des primes pour booster les performances, qu'elles soient individuelles ou également collectives. La prime n'est pas forcément individuelle, vous pouvez avoir des primes pour toute une équipe, toute une entreprise, sans aucun problème. Donc, que ce soit des primes de rendement, des primes de productivité, des primes d'objectifs, etc., etc. Donc, ces primes, peu importe d'où elles viennent, elles peuvent être contractualisées en contrat de travail, elles peuvent faire partie d'un usage d'entreprise, c'est-à-dire une règle non écrite, mais qui est appliquée à un grand nombre de salariés, un accord d'entreprise, une convention collective, pas vraiment pour ce type de prime. Donc, on peut la trouver dans énormément d'endroits. Et sa mise en place est extrêmement simple. Attention sur ce point, les primes contractualisées, les primes dans le contrat de travail, on contractualise parfois la présence de la prime ou son montant, mais on évite de contractualiser la façon d'obtenir cette prime, parce que cette façon peut être modifiée unilatéralement derrière par l'employeur, notamment si on veut durcir ou assouplir les objectifs. Donc au niveau de ces primes liées à la productivité, comme je vous dis, très facile à mettre en place, mais par contre, il faut faire très attention parce que ces primes posent en pratique énormément de problèmes. Évidemment, la première, et ça peut sembler un peu logique, mais en réalité, et comme dans tous les problèmes qu'on va voir, ça semble toujours un peu logique, mais en réalité, c'est très compliqué. La mise en place d'une telle prime pour booster la productivité ne doit pas venir compromettre la sécurité du salarié. Ça peut sembler plus qu'évident, mais en réalité, c'est à cause de cela que va être interdit, par exemple, des primes versées à des chauffeurs routiers dont le but est de faire en sorte qu'ils aient un maximum de distance parcourue ou des délais de livraison plus courts. Mettre en place ce genre de choses, ça pourrait poser problème en termes de sécurité. Donc, la jurisprudence interdit ce type de prime. Également, un autre problème qui peut se présenter, c'est l'interdiction des sanctions financières. Il est strictement interdit de sanctionner financièrement un salarié. Donc, la jurisprudence assimile des primes dites de non-accident à des sanctions pécuniaires. La prime de non-accident, c'est votre salarié, vous n'avez pas d'accident de voiture, donc je vous donne une prime. Pour le juge, c'est une sanction financière parce que grosso modo, ça revient à faire indirectement payer le salarié d'un accident qu'il aurait pu avoir. Donc ça, il y a toujours tout un tas de problématiques qui peuvent se poser. Pareil, idem, par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans un magasin, une personne qui est en caisse, vous lui donnez une prime si elle a peu d'erreurs de caisse. Ça, ce serait assimilé à une sanction financière. Donc là, à chaque fois qu'il faut mettre en place une prime, il ne faut pas hésiter à se tourner vers un professionnel pour vérifier si ça ne pose pas de problème autre et si ça ne viendrait pas heurter une interdiction, notamment les sanctions pécuniaires, qui, attention, ça peut entraîner des amendes et des amendes par fait constaté. Donc, ça peut très vite monter. Donc, concernant vos primes liées à la productivité, les règles en soi pour les avoir sont assez simples. Vous êtes sur une prime qui, en règle générale, est variable et va dépendre d'objectifs. Ces objectifs doivent être matériellement vérifiables. On ne peut pas mettre de prime à la tête du client. Et très important, il faut que l'objectif soit réaliste et réalisable en fonction des conditions, notamment du marché. Il n'est pas possible d'avoir une prime, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais vous donner un exemple un peu gros, un salarié qui est recruté en promettant un chiffre d'affaires monumental, on va contractualiser une prime en disant grosso modo, s'il obtient ce chiffre d'affaires monumental, il aura cette prime. Sauf qu'on se rend compte que le chiffre d'affaires en réalité est totalement irréalisable. Cette prime va poser problème et risque d'être contestée dans le tribunal. Et attention, en cas de contestation, et si le juge donne raison au salarié, c'est la totalité de la prime qui doit être versée. Juste également un petit point qui est issu de la jurisprudence auquel on ne pense pas forcément, surtout dans les sociétés internationales. Les primes doivent être rédigées ce qui met en place cette prime, sauf l'usage vu que ce n'est pas écrit, mais ce doit être rédigé en français. Même si vous avez un salarié bilingue, il faut absolument que cette prime soit rédigée en français, même si vous avez une langue au travail qui est en anglais. La jurisprudence exige que le français soit utilisé pour une meilleure compréhension.
Merci beaucoup. Du coup, nous allons pouvoir passer aux primes liées aux conditions de travail. Alors, les primes liées aux conditions de travail, là, cette fois-ci, ça va être des primes qui vont venir indemniser, entre guillemets, le salarié face à des conditions de travail qui peuvent être difficiles. Alors, soit parce qu'on a envie de le faire, soit parce qu'on est parfois sur des secteurs d'activité qui vont avoir beaucoup de mal à recruter. Donc, on va indemniser un petit peu cela. Soit autrement, tout simplement parce qu'on a besoin de salariés volontaires. Donc, on va mettre en place des primes pour indemniser certaines conditions de travail qui peuvent être assez larges. On peut avoir des primes qui vont être liées à l'hygiène ou à la santé, par exemple une prime de froid pour des salariés qui travailleraient par exemple dans des congélateurs, des primes d'insalubrité pour des salariés qui travailleraient dans des égouts, primes de salissure avec des vêtements régulièrement salis ou pas forcément des vêtements d'ailleurs, primes de pénibilité. On peut également avoir à ce niveau-là des primes liées à un changement de lieu de travail, des primes d'expatriation par exemple, des indemnités de déménagement. Sachant que pour ces indemnités de déménagement, il est possible, par exemple, vu que l'employeur va donner une certaine somme en échange d'un déménagement, il est possible de prévoir une clause disant grosso modo que si le salarié démissionne dans les 2 ans, il devra restituer proportionnellement une partie de cette prime. La prime panier également peut en faire partie. La prime panier, on va la trouver essentiellement quand le salarié n'a pas de cantine d'entreprise. Alors, attention sur ces primes paniers, primes liées à l'hygiène. Beaucoup de ces primes sont souvent imposées par les conventions collectives. Donc, il est essentiel de vérifier systématiquement la présence de primes dans les conventions collectives. Et ça, il ne faut pas hésiter à la télécharger. Alors, c'est vrai que ça fait parfois 400, 500, 600 pages. C'est difficilement lisible. Mais là, c'est pareil. Si vous êtes abonné chez nous, vous nous passez un coup de téléphone. On a l'habitude, on va chercher, on va trouver très rapidement les primes applicables dans votre convention collective. Vous pouvez également tester nos services via le formulaire de questions gratuites si vous avez besoin justement de connaître ce type d'informations. Concernant la présence dans le bulletin de paie, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais toutes les primes doivent apparaître dans le bulletin de paie. Dès lors que vous avez un mouvement financier de l'employeur vers le salarié, il doit obligatoirement apparaître dans le bulletin de paie. La seule tolérance qu'il y a, c'est pour les remboursements des notes de frais qui sont faits au jour le jour. Et concernant les exonérations de charges, les primes qu'on a évoquées tout à l'heure, elles sont systématiquement soumises à charge, c'est considéré comme un salaire. Par contre, les primes liées aux conditions de travail, attention. Les primes liées aux conditions de travail, il y en a certaines qui sont assimilées à des frais professionnels, c'est-à-dire exonérées totalement de charges et d'impôts. Ça va être effectivement, par exemple, dans certaines primes, quand vous avez des salariés qui vont avoir une tenue de travail, qui doivent nettoyer eux-mêmes, ils peuvent avoir une prime pour le lavage, on va dire, de leur tenue. Donc, cette prime, c'est assimilé à un frais professionnel, donc c'est exonéré de charges. Attention sur ce point, l'URSSAF ne vous donne pas la possibilité de faire n'importe quoi. Il y a souvent des maximums parce que vous êtes sur des primes qui sont forfaitaires. Donc, ça veut dire que vous pouvez donner jusqu'à tel montant. On ne vérifiera pas, on ne vous demandera pas de facture. Si vous voulez aller au-delà, il vous faudra des factures. Donc, il faut faire attention toujours à ne pas dépasser les plafonds, mais également les conditions d'octroi de certaines de ces primes qui sont très souvent listées dans le bulletin officiel de sécurité sociale. C'est très complexe aussi. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel pour s'assurer de l'exonération ou pas d'une prime. Mais ces primes, très souvent, il y en a beaucoup qui sont assimilées à des frais professionnels, donc qui peuvent parfois être en bas du bulletin de paie dans les primes exonérées. Merci Kevin. Et concernant les frais professionnels, comme tu le disais, n'hésitez pas à poser votre question si vous avez une question spécifique à nos juristes. Et vous pourrez également télécharger notre guide complet sur les frais professionnels que vous trouverez sur notre site. Nous pouvons passer maintenant aux primes pour événements. Kevin. Alors, les primes pour événements, c'est assez simple. Alors, on ne va pas parler des événements du CSE. Hein. Vous avez le CSE qui peut remettre des bons cadeaux. L'employeur peut aussi le faire quand il n'y a pas de CSE. Mais ça ne va pas être le sujet de cette question. Là, on va vraiment être sur des primes pour événements. Vous avez des événements particuliers dans la vie du salarié qui vont entraîner l'octroi d'une prime. Les exemples courants, ça va être prime de mariage, prime de déménagement, prime de naissance, des choses qu'on trouve très souvent dans les accords d'entreprise, surtout dans certaines grosses entreprises ou que des entreprises veulent mettre en place pour fidéliser leurs salariés. On peut également trouver certaines autres primes qui peuvent exister dans des conventions collectives. Donc là aussi, toujours vérifier les conventions collectives qui peuvent prévoir des primes. Par exemple,
Certaines conventions collectives prévoient des primes lors de la remise de médailles du travail. Au niveau de ces primes, elles sont généralement, même quasiment tout le temps, assimilées à des salaires, donc entièrement soumises à charge. Vous avez également des primes, on voulait parler de cette prime vacances qu'on va trouver dans la Syntec, parce que la convention collective Syntec étant une convention collective très utilisée. Pour vous donner un exemple, la Syntec prévoit une prime vacances, donc grosso modo, la Syntec dit que 10% de l'ensemble de la masse des indemnités de congés payés doit être attribuée sous forme de prime aux salariés, sachant qu'il y a énormément de conditions, il y a des conditions qui permettent de ne pas la verser. Donc, la prime vacances dans la Syntec peut être une obligation. Et dans ce cas-là, si vous dépendez de la Syntec, vous devrez la verser. Merci Kevin. Nous pouvons passer aux primes exceptionnelles et plus spécifiquement la prime d'ancienneté. Alors, la prime exceptionnelle, par principe, elle n'engage personne. Elle est vraiment exceptionnelle et elle va permettre d'accorder une faveur à un salarié pour X ou Y raison. Alors, j'insiste sur ce X ou Y raison parce qu'il faut malgré tout pouvoir le justifier. Il ne faut pas avoir d'inégalité de traitement entre des salariés. Donc, il n'est pas possible de dire à un salarié « je vous donne une prime » et pas l'autre parce que je ne l'apprécie pas. Ça n'est pas objectif. Faites attention dans les entreprises, ça tourne très vite. Donc, les autres salariés, si vous donnez une prime exceptionnelle, risquent effectivement d'être rapidement mis au courant. Donc, la prime exceptionnelle a vraiment un caractère exceptionnel et dès lors que ça repose sur quelque chose d'objectif, qui est matériellement vérifiable en cas de recours, on peut la mettre en place. On peut aussi accorder une prime exceptionnelle à tout le monde parce que l'entreprise aurait des très bons résultats, donc on a envie d'accorder une prime exceptionnelle. En ce moment, ça ne se fait pas trop parce qu'on utilise la prime partage de la valeur, qu'on verra tout à l'heure, mais ça peut toujours se faire. Prime exceptionnelle, c'est toujours assimilé à un salaire, pas d'exonération de charges. Concernant la prime d'ancienneté, on évoque bien la prime d'ancienneté, pas les majorations de salaire pour cause d'ancienneté. La prime d'ancienneté, elle n'est prévue par aucun texte légalement. Elle est parfois prévue par les conventions collectives ou parfois des accords collectifs. Cette prime d'ancienneté, elle va tout simplement donner lieu à une majoration, un bonus en fonction de l'ancienneté du salarié. Cette prime d'ancienneté se calcule en règle générale sur la base du salaire minimum conventionnel et de façon plus rare sur le salaire réel. Ça veut dire qu'en réalité, si vous avez une convention qui va dire au bout de 10 ans d'ancienneté, le salarié à 5%, très souvent, ce n'est pas 5% de son salaire, c'est 5% soit de son minimum conventionnel, soit d'un minimum conventionnel qui est prévu par la convention collective. Donc ça, toujours vérifier la convention collective systématiquement en matière de primes. C'est pour ça qu'il vous faut systématiquement une convention collective à jour. Merci beaucoup Kevin. Nous allons entamer une des plus grosses parties du coup de notre webconférence avec la prime de partage de la valeur. Effectivement, là, ça va être un sujet assez vaste où on va voir la prime de partage de la valeur, comment elle se passe actuellement et qu'est-ce qui est prévu, notamment à partir du 1er janvier prochain. Donc, prime de partage de la valeur, la fameuse prime PPV qui a remplacé la prime PEPA qu'on appelait la prime Macron. Donc, cette prime, en fait, pour pouvoir la verser, il n'y a pas d'obligation de la verser, et ça, j'insiste énormément. Il n'y a pas d'obligation. Elle peut être versée à des salariés à partir du moment où ils sont titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l'accord ou à la date de signature de la décision unilatérale qui va la mettre en place. Cette mise en place qui se fait donc soit par accord, soit par décision unilatérale, soit par accord, soit par décision unilatérale, pardon. Elle doit absolument préciser la date d'appréciation de la présence des salariés. Donc, ça veut dire qu'il va falloir dire dedans, grosso modo, sera versé à tous les salariés, par exemple, qui sont présents au moment du versement de la prime ou au moment de la signature de l'acte. Généralement, c'est plutôt au moment de la versement de la prime parce que si vous mettez signature de l'acte, c'est-à-dire qu'un salarié qui aurait démissionné juste après, il ne serait plus dans l'entreprise, mais il aurait quand même le droit à cette prime. Donc, c'est pour ça qu'en règle générale, on est quand même présent au moment du versement. Donc, cette prime, elle peut être versée à tous les salariés ou à une partie. En règle générale, on va la faire pour pouvoir bénéficier des exonérations de charges à des salariés qui ont un niveau de rémunération au maximum à un certain montant. Là, c'est 3 SMIC actuellement. Mais il est aussi possible de dire on l'accorde à des salariés jusqu'à 2 SMIC
ou 1,5 SMIC. Ça, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, on ne peut pas la réserver à des salariés qui auraient un salaire plus élevé et pas à ceux qui auraient un salaire moins élevé. Il est interdit de faire ce genre de choses. Donc, cette prime, on peut la verser, le montant, c'est 3 000 € par année civile. Ça peut monter à 6 000 € en cas de présence d'un accord de participation ou d'intéressement, en présence d'un accord d'intéressement ou un accord de participation s'il y a moins de 50 salariés. C'est un petit peu compliqué, ça j'en ai conscience, donc dites-vous bien, moins de 50 salariés, c'est 3 000 € ou 6 000 € si vous avez un accord de participation ou d'intéressement. Plus de 50 salariés, c'est 3 000 € ou 6 000 € si vous avez un accord uniquement d'intéressement, parce que la participation est obligatoire dans votre cas. Cette prime, on peut la moduler en fonction d'un certain nombre de critères. Ces critères sont donnés par le bulletin officiel de sécurité sociale. Ils sont donnés, c'est une liste limitative, on ne peut pas en rajouter. Donc, quels sont ces critères permettant de moduler la prime? C'est-à-dire, on va donner moins à certains, plus à d'autres. Et bien, on peut moduler sur la rémunération. Plus les salaires sont élevés, moins on donne. Sur le niveau de classification, on va donner peut-être plus aux ouvriers employés, moyennement aux agents de maîtrise, moins aux cadres. Sur la durée du travail, on va donner plus, on va moduler en fonction de la durée du travail, donc ceux qui sont à temps partiel toucheront moins. Sur la durée de présence effective dans l'année écoulée, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail seront exclues. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est une absence non assimilée à du temps de travail? On peut penser à du congé sans solde, mais ce qu'on pensait très souvent, c'était l'arrêt maladie non professionnel. Mais vous avez dû entendre parler de cette salve d'arrêt rendue le 13 septembre dernier sur les congés payés et les arrêts maladie. La Cour de cassation a dit que les arrêts maladie non professionnels sont assimilés à du temps de travail du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Donc très souvent, on se retient là-dessus. Donc là, il y a un petit doute sur ce qui va se passer à l'avenir au niveau de cet arrêt sur cette durée de présence. Est-ce qu'on peut exclure les arrêts maladie classiques? On a également l'ancienneté. On peut moduler en fonction de l'ancienneté. Attention sur le critère de l'ancienneté. Il ne faut pas que ça revienne et d'ailleurs même les autres, il ne faut pas que ça revienne à créer un gros déséquilibre entre tous les salariés en fonction de la modulation. Par exemple, si vous dites, je donne un exemple un peu énorme, ça c'est sûr, mais les salariés de plus de 2 ans, ils touchent 100% de la prime. Les salariés de moins d'1 an, ils touchent que 5% de la prime. Là, vous êtes complètement déséquilibré, donc ce ne sera pas possible, le risque étant que l'URSSAF vous fasse sauter vos exonérations de charges. Donc, ce sont les 5 critères sur lesquels on peut moduler la prime. Aucun autre critère ne sera accepté. Le moindre critère rajouté fait sauter l'exonération. Donc, surtout, ne jamais en rajouter. Petite parenthèse sur le critère de la rémunération, j'ai oublié de vous préciser, la rémunération, on la prend en compte sur les 12 derniers mois qui précèdent le versement de la prime. Donc, pour pouvoir mettre en place cette prime de partage de valeur, vous pouvez donc le faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, par un accord. Ça peut se faire pendant les NAO. Très souvent, ça se fait pendant les NAO. Il faut toujours garder à l'esprit que ce type de prime, en fait, a été pérennisé face à l'inflation. Et donc, grosso modo, c'est donné, c'est mis en place pour permettre aux employeurs de dire il y a de l'inflation, on ne veut pas entraîner une spirale inflationniste avec une hausse des salaires. Donc, au lieu d'augmenter les salaires, on va octroyer une prime pour pouvoir d'achat qui va rester quand même exceptionnelle, qui ne sera pas amenée forcément à se renouveler dans les années. Donc, c'est pour ça que ça a été mis en place et c'est pour ça que très souvent, on les voit dans les NAO. Donc, soit on la met par un accord, soit on peut la mettre via une décision unilatérale de l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qui se fait beaucoup, très souvent, on doit privilégier l'accord et à défaut, on fait une DUE. Là, ce n'est pas le cas. Donc, l'employeur est totalement libre de choisir entre ces modalités, la décision unilatérale ou l'accord. Si on fait un accord, évidemment, on pose cet accord de façon habituelle chez le greffe, des prud'hommes et sur la téléplateforme. Il est très important de préciser que si vous faites une DUE, vous n'avez pas d'obligation de déposer la DUE auprès de quelconque instance. Donc, dans votre accord ou dans votre DUE, c'est très simple. Vous y mettez, vous avez un modèle en cas de besoin sur le site du Gérer Travail. Ça peut peut-être vous aider en cas de besoin. Mais vous y mettez le montant de la prime, la date à laquelle est apprécié le critère de présence,
des exclusions de salariés. Si par exemple, vous ne voulez pas verser aux salariés qui gagnent plus de 3 SMIC, parce qu'attention, ceux qui gagnent plus de 3 SMIC ne bénéficient pas des exonérations de charges, les critères de modulation, etc., etc. Donc là, vous pouvez le mettre dans votre accord ou votre DUE. Vous avez aussi la possibilité, vu que vous n'êtes pas sur une prime exceptionnelle, c'est un petit peu plus pérennisé que les anciennes primes Macron, vous avez la possibilité de la faire sur du plus long terme. Donc par exemple, de prévoir un versement 1 500 € en 2023, 1 500 € en 2024. Vous pouvez le faire, mais attention, faites toujours attention à ça parce que lorsque vous faites ça, vous vous engagez. Il n'est pas forcément aisé de connaître la situation financière de l'entreprise dans un an. Donc, il est préférable chaque année de revoir sa DUE ou de revoir son accord et de ne pas s'engager sur du trop long terme. Ça peut être dangereux. On ne sait pas de quoi demain sera fait et peut toujours y avoir un problème. Donc, concernant cette prime et son régime social et fiscal, c'est là où ça va être assez important parce qu'il y a eu des changements. À l'heure actuelle, et pour toutes les primes qui seront versées jusqu'au 31 décembre prochain, il y a une exonération de charges sociales, donc cotisations sociales, de CSG, de CRDS et également d'impôt sur le revenu. Tant que vous ne dépassez pas les 3 000 € par bénéficiaire, 6 000 € si vous avez un accord d'intéressement ou de participation. Donc, dès lors que votre prime est versée avant le 31 décembre, que vos salariés gagnent moins de 3 SMIC, vous bénéficiez de cette exonération. C'est ça qui va changer au 1er janvier prochain. Au 1er janvier prochain, il y aura toujours une exonération, mais cette exonération ne sera plus qu'une exonération de cotisation sociale. Cette prime sera imposable et également soumise à CSG et CRDS. CSG et CRDS, ça fait à peu près 10% de la somme. Donc, vous aurez également la taxe sur les salaires, pour ceux qui payent la taxe sur les salaires. Donc, vous allez avoir une prime qui sera peut-être moins intéressante, même si elle le restera encore, parce qu'il y aura quand même cette exonération de CSG et CRDS, mais cette prime sera moins intéressante à partir du 1er janvier 2024, d'où le fait qu'il y a peut-être tout intérêt, si un employeur a envie de la mettre en place, de prévoir et de verser cette prime avant le 31 décembre prochain. Merci Kevin. Nous avons une petite question du coup sur la prime de partage de la valeur. Si une entreprise décide de verser 2 fois dans l'année la prime de partage de la valeur, doit-elle établir une DUE indiquant ces 2 périodes de versement ou bien une DUE pour chaque période? Comme vous voulez. Là, vous avez le choix de faire soit une DUE qui va couvrir une période plus large, donc la période de ces 2 versements, ou vous pouvez en faire une à chaque fois, même si en pratique, on dit toujours, il vaut peut-être mieux en faire un peu plus de paperasse, en faire une à chaque fois, pour toujours garder à l'esprit, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Imaginez demain, il y a une énorme crise qui se présente, vous n'avez plus les moyens de la verser. Si vous avez déjà votre DUE, vous êtes déjà engagé, donc vous serez obligé de la verser. Donc, il peut être plus intéressant de revoir régulièrement, surtout quand c'est négocié dans les NAO. Ça permet justement d'améliorer la négociation en interne dans l'entreprise. Et je rebondis du coup sur les NAO. Les NAO du coup vont bientôt arriver. Vous allez pouvoir retrouver notre guide complet également sur le site de Jury Travail, mais nous allons aussi organiser une webconférence du coup dont la date n'est pas encore exactement fixée sur les NAO. Donc restez bien connectés sur notre LinkedIn ou regardez vos mails. Vous recevrez votre invitation prochainement pour cette webconférence. Exactement. Et pour répondre à Sophie qui nous demande si on peut exclure les CDD, en aucun cas ce serait discriminatoire. On ne peut pas exclure certains types de contrats de travail. Par contre, les CDD, vu qu'ils ne sont pas présents sur toute l'année, peut-être pas présents sur toute l'année, il y a la possibilité de moduler indirectement pour eux s'ils ne sont pas totalement présents. Merci beaucoup Kevin. Nous allons pouvoir passer à une autre prime désormais, donc la prime d'intéressement. Alors, la prime d'intéressement, donc vous voyez sur la slide que vous avez la possibilité de télécharger sur le dossier parce que cette prime mériterait une webconférence à elle toute seule, tout comme la participation, donc on ne va pas pouvoir entrer totalement dans les détails. Mais l'intéressement, déjà, il faut garder à l'esprit que l'intéressement, c'est la prime qui n'est pas obligatoire, contrairement à la participation qui est obligatoire dans certaines entreprises. Donc l'intéressement, son but, c'est d'associer financièrement les salariés
aux résultats et aux performances de l'entreprise. C'est un dispositif qui est facultatif. Attention, certaines conventions collectives peuvent l'imposer si celles-ci sont agréées. Et donc, vous avez donc une prime qui va être versée selon un caractère aléatoire et selon une formule de calcul. C'est très important ce caractère aléatoire parce que c'est ça qui permet de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations. S'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'exonération. Donc, vous allez être sur un calcul qui va être mis en place, un calcul qui va être basé sur des éléments qui sont variables, que ce soit des résultats, des performances de l'entreprise. Et le résultat de ce calcul, ça va donner un chiffre qui va être plus ou moins élevé en fonction des années et qui peut même être égal à 0. Ça peut être inexistant si les résultats sont très mauvais. Ce qui est normal, c'est le côté aléatoire de l'intéressement. Donc, cet intéressement, vous mettez en place par un accord dans lequel vous allez expressément prévoir cette formule qui va permettre de garantir le caractère aléatoire de l'intéressement et qui doit faire appel à des éléments objectivement mesurables. C'est logique, on ne peut pas avoir une forme de calcul qui prendrait des résultats un peu à la louche sans trop savoir d'où on vient et surtout où ils ne seraient pas vérifiables. Donc, il faut vraiment avoir des éléments objectivement mesurables dont la définition doit être dans l'accord. Parce que parfois, certains éléments, ça peut sembler logique, mais dites-vous toujours, quand vous n'êtes pas dedans, il faut savoir de quoi on parle. Donc, il ne faut pas hésiter à définir les termes dedans. Et évidemment, il ne peut pas y avoir de montant garanti. Si vous mettez un montant garanti, ça veut dire que ça n'est plus aléatoire. Risque de perte des exonérations. Donc, alors, je vais vous donner un exemple dans ce que je vais vous dire parce que la phrase est assez complexe. Pour pouvoir assurer ce caractère aléatoire, les accords d'intéressement doivent obligatoirement être conclus avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Donc, je vous donne un exemple pour que cette phrase soit un peu plus compréhensible. Par exemple, en fait, c'est pour éviter, je dis n'importe quoi, là, aujourd'hui, vous mettez en place votre accord d'intéressement, mais vous utilisez des chiffres de 2022. Les chiffres de 2022 étant déjà connus, ça n'est plus aléatoire. En réalité, cette phrase veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes une entreprise, vous avez un exercice sur l'année civile, 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Vous voulez mettre en place votre accord d'intéressement pour 2024 sur toute l'année 2024. Ça veut dire tout simplement que vous devez le signer avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul. La période de calcul, c'est l'année. Donc, ça veut dire que pour avoir un intéressement qui couvrira l'ensemble de l'année 2024, vous devez avoir conclu votre accord avant le 1er juillet 2024. Après, c'est plus possible parce que sinon, on connaît trop les résultats. Donc, ça remet en cause le caractère aléatoire. Il est possible de le faire bien avant, mais c'est que souvent, on peut être pris par un retard ou autre. Donc, votre accord d'intéressement pour 2024, pour toute l'année 2024, si vous arrivez en mars et qu'il n'est pas signé, ce n'est pas catastrophique. Vous avez jusqu'au 1er juillet 2024 si vous êtes basé sur l'année civile. Cette date va être très importante à respecter parce qu'elle sera systématiquement vérifiée lorsque vous déposerez votre accord d'intéressement. Et si cette condition n'est pas remplie, dans ce cas-là, il n'y aura pas les exonérations sociales et fiscales rattachées aux primes d'intéressement. Par contre, vu que l'accord sera déposé, il y aura un engagement, donc cette prime devra de toute façon être versée, mais elle sera assimilée à un salaire. Après, au niveau de l'accord, comme tout accord, il est signé, il doit être déposé pour cet accord dans les 15 jours à compter de la date limite de conclusion, afin de vérifier cette fameuse date. Et très important, on n'oublie pas surtout ce dépôt, parce que sinon, pareil, pas de dépôt, pas d'exonération. Évidemment, comme toute logique, aucun versement aussi avant le dépôt, c'est pas possible, avant le dépôt de cet accord. Merci Kevin. Une petite question du coup. Pourriez-vous me confirmer qu'un accord d'intéressement peut être conclu dans des structures associatives sur la base d'indicateurs uniquement extra-financiers? Alors, il est possible de mémoire donc de permettre ce genre de choses. Par contre, il faut absolument pouvoir, comme je vous ai dit, il faut que ce soit matériellement vérifiable. Mais vous avez toute une possibilité lorsque vous faites un accord d'intéressement de choisir vos éléments variables. Donc, les éléments variables ne sont pas forcément un chiffre d'affaires. Les performances peuvent être prises en compte
il y a tout un tas de possibilités pour pouvoir le faire. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer du coup à notre dernière prime qui est la prime de participation. Alors, la prime de participation, elle, contrairement à l'intéressement, peut être obligatoire dans certaines entreprises. La prime de participation, elle va être obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés à partir du moment où ce chiffre de 50 salariés soit dépassé pendant au moins 5 ans. Et ça, peu importe la structure juridique de la société. Donc, votre participation deviendra obligatoire, mais par contre, il faut malgré tout, même si c'est obligatoire, la mettre en place via un accord d'entreprise. Et cet accord, soit on dit que c'est un accord de droit commun, et donc dans ce cas-là, on applique la formule légale imposée par le Code du travail, soit on est sur un accord dit dérogatoire, et dans ce cas-là, faites un petit peu cette participation à votre sauce, et par contre à la condition que ce soit plus favorable aux salariés que le calcul du Code du travail. Attention, cette participation, si elle n'est pas mise en place alors qu'elle est obligatoire, elle peut être imposée par l'inspection du travail, et les conditions, lorsque l'inspection du travail l'impose, ne sont pas particulièrement favorables. Donc, il vaut mieux le faire soi-même plutôt que voir l'inspection du travail l'imposer. Donc, au niveau de cet accord, aussi, n'hésitez pas à consulter notre dossier qui donne beaucoup plus en détail, notamment le mode de calcul de la réserve spéciale de participation et tout un tas d'autres éléments qui peuvent être importants, parce qu'on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail là aussi. Votre accord de participation, lorsque vous le mettez en place, vous le faites, comme tout accord, avec les délégués syndicaux, à défaut, avec les membres de votre CSE, à défaut, c'est inexistant, ou en cas de refus, avec le référendum d'entreprise. Votre accord, vous devez dedans énoncer les règles de calcul, donc reprendre ce qui est prévu par le Code du travail, ou mettre vos propres règles de calcul, si vous voulez faire un accord dérogatoire. Là, il peut être assez intéressant de voir avec un expert comptable, parfois, pour pouvoir faire des simulations et tester. Votre règle de calcul, donc, qui doit être énoncée dedans, doit permettre, et c'est là où c'est assez compliqué, doit permettre aux salariés de comprendre le mécanisme. Donc, quand on dit comprendre le mécanisme, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut... vous êtes forcément sur des choses qui vont être complexes à expliquer, mais ça veut dire que dès lors que vous allez mettre en place certains éléments, il ne faut pas hésiter à les définir pour être sûr qu'on sache de quoi on parle et de quel item, à quoi correspond-il. Vous devez avoir un certain nombre de clauses obligatoires, les conditions d'information des salariés sur l'existence, le contenu et l'application du régime, la date de conclusion, de prise d'effet, la durée pour laquelle l'accord est conclu, base modalité de calcul, modalité d'affectation, de gestion, de modalité d'affectation et de gestion de la participation, la durée d'indisponibilité des droits, parce que cette participation peut, pour notamment bénéficier d'exonération sociale, doit obligatoirement être placée, même s'il y a des possibilités de le récupérer plus tôt lorsque certains événements peuvent arriver. Les plafonds de répartition entre les bénéficiaires, modalités de gestion des droits, etc., etc. Donc, il y a pas mal de clauses obligatoires. Donc, ça, il faut soit passer par un spécialiste, soit utiliser un modèle pour bien être sûr de ne pas en oublier. Et ensuite, votre participation est mise en place et pourra s'appliquer. Merci beaucoup, Kevin. Du coup, nous allons pouvoir passer à vos questions et elles sont nombreuses. Si nous n'avons pas le temps, encore une fois, de répondre à l'ensemble de vos questions, n'hésitez vraiment pas à aller la poser directement sur notre site. Nos juristes vous répondront en moins de 24 heures. Du coup, première question sur les primes qu'on nous a beaucoup posées. Quelles primes rentrent en compte pour la retraite ? Alors, au niveau de la retraite, est-ce que les primes comptent pour la retraite ? Je vous dirais oui et non, parce qu'il y en a certaines, oui, il y en a d'autres, non. Donc, la plupart des primes, en fait, elles sont, dès lors que vous êtes sur des primes qui sont soumises à cotisation, notamment retraite, elles seront prises en compte. Donc, potentiellement, toutes ces primes qui seraient versées et qui sont soumises à cotisation retraite, comme les primes dont on a parlé au tout début, certaines primes d'objectifs,
eh bien, ce sera pris en compte dans les 25 meilleures années du régime. Sachant que vous avez un plafond à ne pas dépasser, qui est pour 2023 d'un petit peu moins de 44 000 euros, et donc tout ce qui dépassera ne sera pas pris en compte. Donc, beaucoup de ces primes vont être prises en compte pour le calcul de la retraite parce qu'elles intégreront peut-être vos 25 meilleures années. Par contre, attention, toutes les primes qui ne sont pas soumises à charge ne rentrent pas en compte. Et ça va être essentiellement toutes les primes qui vont être liées à certaines conditions de travail, qui viennent indemniser, par exemple, la prime de salissure. Donc, grosso modo, toutes vos primes qui seront assimilées à des frais professionnels ne seront pas prises en compte. Et comme toutes les primes qui ne sont pas soumises, comme les primes qui ne sont pas soumises à cotisation, elles ne rentreront pas en compte. C'est très clair, merci. Autre question, est-ce que l'employeur peut supprimer une prime? Alors là, c'est une très vaste question. Est-ce que l'employeur peut supprimer une prime? Ça va dépendre. Alors, que ce soit une suppression ou une modification. Déjà, avant de savoir ça, il faut se dire d'où provient cette prime. Est-ce que la prime sort du contrat de travail? Si la prime est contractualisée, pour pouvoir la supprimer, dans la mesure où elle est déjà contractualisée, il faudra nécessairement un avenant au contrat de travail, donc l'accord du salarié pour la supprimer. C'est pour ça que très souvent, ces primes ne sont pas forcément contractualisées. Si vous avez une prime qui ressort d'une décision unilatérale de l'employeur, même d'un usage, là, elle pourra être supprimée. Par contre, attention, elle ne peut pas être supprimée du jour au lendemain, il faut un délai raisonnable, un délai de préavis raisonnable qui est imposé pour laisser place, théoriquement, à la négociation en entreprise. Donc, en fait, tout va dépendre d'où provient cette prime. Évidemment, si votre prime ressort d'une convention collective, elle pourra plus difficilement être supprimée, sachant qu'il ne faut jamais oublier qu'avec les ordonnances Macron, un certain nombre de ces primes font partie de ce qu'on appelle le bloc 3, c'est-à-dire le bloc auquel on peut déroger par convention collective. Je pense notamment à la prime vacances sous la Syntex, c'est une prime qui peut être supprimée par accord collectif via ces ordonnances. Donc là, pour ce qui est prime contractuelle, accord du salarié, usage DUE, selon les règles typiques de dénonciation d'un usage ou d'une DUE, et jamais oublier ce délai raisonnable. Un délai raisonnable, c'est 3-4 mois. Et tout ce qui est issu d'une convention collective, ça fait partie de la convention collective. Donc, tant qu'on reste soumis à la convention collective, on est obligé de l'appliquer. Après, si demain vous changez de convention collective, vous avez le risque de perdre ce type de prime qui ne fait pas partie de la garantie de rémunération. Je parle bien des primes, pas des majorations de salaire pour ancienneté, notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et également un autre, voilà, excusez-moi, c'est ce que je cherchais. Également un autre point, lorsque vous êtes sur une convention collective et que vous avez une prime qui est prévue par votre convention collective, si vous la contractualisez dans le contrat de travail, même en cas de changement de convention collective, cette prime restera. Alors ça, c'est un piège qu'on voit souvent parce qu'on voit souvent certains employeurs qui vont faire un petit peu un résumé de la convention collective dans les contrats de travail, ce qui fait qu'en cas de changement de convention collective, on se retrouve coincé. Le changement de convention collective, ça peut paraître un petit peu particulier d'en parler là, mais c'est que ça peut arriver parfois lorsque vous avez un changement d'activité principale ou tout simplement parce que, je ne sais pas, demain, votre convention collective est supprimée. Le gouvernement menaçant de supprimer les conventions collectives qui ne négocient pas suffisamment, c'est quelque chose qui peut toujours arriver. Donc c'est pour ça, on contractualise toujours le minimum dans les contrats de travail. Merci beaucoup, Kevin. Autre question, pour le calcul du plafond de 3 fois le SMIC, doit-on prendre en compte l'ensemble des évolutions du SMIC sur les 12 derniers mois avant le versement de la prime? Ça, c'est une excellente question. J'ai complètement oublié d'en parler, donc vous faites très bien de me le dire. C'est une question très importante. Alors oui, ça vous rend un calcul du SMIC extrêmement compliqué parce qu'il faut prendre en compte les différentes hausses du SMIC qui ont pu avoir lieu. Et la problématique, c'est que ces hausses du SMIC ont été très nombreuses, notamment dans le contexte de l'inflation. Donc, vous allez avoir un calcul pour déterminer vos 3 fois le montant du SMIC qui peut être assez compliqué. Vous allez devoir prendre l'année qui a précédé.
Merci. Autre question, du coup, cette fois sur les primes sur les événements. Peut-on cumuler une prime de mariage, par exemple, avec une autre versée par le CE sans payer de charges dessus? Alors, pas forcément. Ce qu'il faut savoir au niveau de ça, c'est que ce que vous me parlez, en fait, c'est de l'exonération. Pour certains bénéfices du CSE, et de l'employeur, hein, vous pouvez avoir des exonérations de charges pour certains événements qui sont limités par bénéficiaire dans l'année et par événement. Donc, alors je ne sais plus à combien exactement c'est, hein, ça doit être dans les un petit peu plus de 170 € de mémoire, je crois. Si vous avez un bon cadeau, hein, par exemple du CSE, et une prime octroyée par l'employeur, il faut bien additionner les deux. Tout ce qui dépassera cette somme sera soumis à charge. Merci beaucoup, Kevin, pour l'ensemble de tes réponses très claires. Pour gagner du temps et avoir toutes les infos et notre guide sur les primes, je vous invite vivement à télécharger du coup notre dossier sur les primes et également celui sur la participation et l'intéressement où vous retrouverez toutes les bases de calcul et toute la procédure pour mettre en place l'ensemble de ces primes. Nous vous proposons également des modèles rédigés par nos juristes et là, vous avez un exemple sur l'attribution d'une prime. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous donne rendez-vous le 19 octobre pour notre prochaine webconférence qui sera sur la rupture conventionnelle. Vous le savez, il y a eu pas mal de changements en septembre sur la rupture conventionnelle et notamment sur les coûts que la rupture conventionnelle engrange chez les employeurs. Nous allons faire le point du coup sur tout ça le 19 octobre. Merci beaucoup, Kevin. Je vous en prie, Mylène. Et puis, n'oubliez surtout pas de nous suivre pour l'actualité. Vous pouvez également nous suivre sur la page LinkedIn de Jury Travail, également sur nos pages, donc la mienne, Kevin Lemoyac, ou de Mylène. On va essayer de mettre un petit peu plus d'infos de façon plus ludique, des petites brèves ou autres. Donc, n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir. Passez une très bonne journée. À très bientôt. À très bientôt.